Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il se passait vraiment en studio? Et puis, existe-t-il un chemin tout tracé vers le disque d'or? Énergie vous dévoile tout et vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Bienvenue dans Inspiré. Alors bonjour à tous, je m'appelle Camaro et je suis là dans le podcast Inspiré pour parler de Femme Like You. Alors justement, Femme Like You, est-ce que tu peux nous rappeler le jour de sa sortie? Oula, alors le jour de sa sortie, je pourrais plus te dire exactement, je sais que c'est en 2004. Ça doit être au printemps 2004, Oui, elle je est crois. sortie le 8 mai 2004, Ouais, si je voilà, ne me bon, trompe bah, pas. t'es pas très loin. Donc oui, c'était au printemps 2004. Et je m'en souviens parce que, en fait, quand j'avais sorti le titre, je vivais au Canada. Et donc, je l'ai livré à mes équipes et je suis reparti. Et ils m'ont rappelé très vite en me disant, faut que tu reviennes parce que c'est le bordel. Et c'est Énergie d'ailleurs qui l'a rentré en premier et qui s'est mis un peu à le bastonner, quoi. Et les gens ont beaucoup aimé, ils l'ont demandé, d'autres radios l'ont rentré, et puis c'est devenu un truc un peu chelou. Donc on m'a appelé et on m'a dit, il faut vraiment que tu reviennes parce qu'il y a voilà, des radios qui veulent te parler, des gens qui veulent te parler. Et quand je suis revenu, pourtant quand je suis parti, quand j'ai livré le titre et que je suis parti, j'étais un parfait anonyme. Et quand je suis revenu, il y avait des gens qui m'attendaient à l'aéroport. Donc Ah oui, ouais, ouais, il y avait des fans qui s'étaient organisés avec la maison de 10 pour savoir à quelle heure je venais, etc. Et qui voulaient, c'était gentil, hein, mais qui voulaient m'accueillir. Et ça a été ouais, le début du n'importe quoi. pour ton premier single quand même. Ouais, exact. Enfin, c'est mon premier single en France. Avant, Oui, j'avais fait des choses avant au Canada, mais c'était la première fois que je présentais une chanson au public français et ça s'est passé de manière assez particulière. ça s'est plutôt bien passé, Ouais. on peut dire. Quand tu es rentrée en France, quand on t'a rappelé, c'était combien de temps après la sortie du titre? Quelques semaines, je pense 3 semaines. Ah Ouais, oui, ça s'est d'accord, passé très, très, très rapidement. Ouais. ok. Mm. Alors ce titre, il raconte quoi? Imaginons que quelqu'un ne l'ait pas entendu. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il raconte? J'aimerais bien savoir avec tes mots, en fait, quelle est l'histoire que tu racontes avec ce titre? En fait, c'est comme si je m'étais projeté dans une espèce d'expérience immersive avec une nana qui est pas vraiment ma nana, mais qui est pas vraiment une inconnue non plus, et comme si on partageait. En fait, c'est comme si je m'étais projeté dans un partage mi-sentimental, mi-artistique, mais sur scène devant les gens. Et de pouvoir partager ce moment où en fait on est très loin je sais pas comment expliquer, mais quand on rencontre quelqu'un, bah on fait les trucs que tout le monde fait, quoi. On va boire un verre et puis on se rapproche, ou alors quand on était jeune c'était au ciné et puis on passait la main derrière et puis on essayait de voir, bon bref. Et là moi c'était plus comme une espèce de d'échange via la musique avec une personne charismatique, très incarnée, qui avait pas besoin de parler pour qu'on puisse ressentir les énergies, etc. Et le temps de partager une chanson sur scène, et puis après chacun part de son côté, et on sait pas trop ce qu'on en garde ou ce qu'on n'en garde pas et tout. Donc c'était un peu ça. C'était une espèce d'image d'une performance de 4-5 minutes sur scène avec de la musique et un homme et une femme et qui peut rappeler des souvenirs d'ailleurs qui ont peut-être même pas existé. Quand je dis dans la chanson que ça me rappelle les dernières fois où on est sortis, etc. En fait, c'est imagé, quoi, parce qu'on ne sait pas si la nana, je la connaissais pas. Donc c'était voilà, c'était une situation un peu fictive que je me suis imaginé qui m'a inspiré le titre. Qu'on retrouve dans le clip, justement, Ouais, le alors après le scénario. clip, justement, je l'ai un peu rapproché de mecs de tête brûlée de 20 ans qui se battent pour une nana, quoi. Parce que ça aurait été trop difficile d'exprimer ce truc au premier degré et d'essayer de montrer un échange sur scène. Et puis, j'avais pas la maturité pour ça. De toute façon, tout ce que je voulais, c'est des copains, de la picole, de la bagarre et des belles voitures. C'est ce qui m'intéressait à l'époque. Ça a marché. Ça a l'air. Hem, Justement, tu avais une inspiration, pour ce texte? Est-ce que tu t'es inspiré de ta propre vie? Tu réponds évidemment ce dont tu as envie de parler, mais est-ce que c'est une déclaration d'amour, pardon, à quelqu'un en particulier Non. ou c'est vraiment, Non, non, c'était vraiment pas, et je pense que c'est ce qui a gardé ce côté un peu magique et mystique de ce titre, c'est c'était pas genre un truc ciblé sur quelqu'un avec qui je partageais ma vie à ce moment. Comme j'ai dit, j'étais surtout
J'étais surtout par Mons et par Vaux sur 40 000 trucs en même temps. Et puis, j'organisais encore des soirées pour financer mon label. Je produisais des artistes. Enfin, je faisais plein de choses. Donc, j'avais même pas le temps réellement de me projeter. Donc, je pense vraiment que c'est un titre qui est sorti un peu de mon imaginaire et dans une situation qui sortait de mon imaginaire. Et c'est ce que je trouve qui était cool, quoi. Tu vois, c'est que ça se rattachait pas à quelque chose de concret. C'était pas adressé à une personne. C'était peut-être une espèce d'idéalisation d'une rencontre que j'avais en tête. Et d'une femme, donc Femme Like You, cette femme du coup dont tu parles, tu as dit tout à l'heure qui était Mmh. charismatique, Incarnée, avec des valeurs, un très gros caractère, qui sait ce qu'elle veut pas, et qui a du talent, et qui voilà, et que où tu es dans cette espèce d'échange. Moi, je crois aux humains quand ils sont riches, mais quand je parle évidemment pas d'argent, mais quand ils ont ces espèces de, tu vois, tu rencontres des gens et tu te dis, tiens, cette personne a un truc. Mmh. Est-ce que c'est toi qui as écrit toutes les paroles? Oui. Comment est-ce que ça t'est venu comment est-ce qu'on arrive donc oui, il y a l'imaginaire. Comment est-ce que tu mets des mots dessus? Bah déjà, je suis quelqu'un qui aime. Déjà, je commence toujours par m'imaginer une mélodie d'abord. Donc j'ai la mélodie qui me vient en tête. Et puis de là, on commence à composer autour de cette mélodie. Et alors, je joue d'aucun instrument, donc je compose tout à l'oreille. Et donc, je suis toujours dépendant des compositeurs qui sont autour de moi. Moi, je fais la mélodie et eux font les arrangements. Et donc, plus je commence à arriver avec cette mélodie, et plus tu as mes musiciens qui commencent à essayer de repiquer les accords et de voir comment est-ce qu'on peut arranger. Et pendant qu'eux font ce travail, bah, j'ai les premiers mots qui commencent à me venir en tête. Et là, c'est arrivé tout de suite, en fait. Le Femme Like You, c'est le premier truc qui m'est venu en tête parce que j'avais justement je me projetais cet idéal féminin, et je la voyais presque dans ma tête, tu vois. Et donc, et ça vient par étapes. C'est-à-dire que tu as d'abord le refrain qui arrive, tu comprends à peu près de quoi tu vas parler, puis ça vient tout seul. En plus, ce soir-là, on était quand même bien arrosé, donc ça m'a permis d'être imaginatif. Et puis, on était jeunes et on écrit comme on parle. En fait, il y a pas. En fait, c'est plus facile aujourd'hui d'essayer de se remettre, mais à l'époque, c'est très instantané, c'est sur le moment. Tu es un peu bourré, tu as cette idée imaginaire, imaginable que tu veux, machin, et tu sors des mots, parfois les bons, parfois pas les bons. Et puis ce qui était génial à l'époque, c'est une fois que tu as fini, terminé, tu enregistres et tu passes à autre chose. Tu Mmh. reviens pas dessus, tu te dis pas, bah tiens, est-ce que je ferais ça comme ci ou comme ça? Faut comprendre que j'ai 22 ballets à ce moment-là. Comme j'ai dit, je suis une tête brûlée sans nom. Et je m'amuse et j'essaye d'être le plus impulsif et le plus. Enfin, je m'en fous de tout à Mmh. l'époque. Je fais même pas ça en me disant, ah, tiens, ça va marcher et tout. J'en avais marre du rap, j'avais envie de faire quelque chose de différent, mais en restant quand même dans mes origines de musique urbaine. Mais j'avais envie d'essayer des choses et puis j'ai balancé ça comme ça, quoi. C'est quand même assez marrant parce que du coup, tu aurais jamais imaginé à ce moment-là, enfin, j'ai un peu la réponse, mais est-ce que quand même au fond de toi, tu te disais: «Ah, ce serait cool que ça perce, que ça Ah non, marche»? mais à ce moment-là, je suis producteur déjà. Mmh. Et une fois que j'ai fini le titre, quand j'ai dégrisé le lendemain, je savais que j'avais un très gros tube. OK. Parce que je me suis dit, attends, on a déconné hier soir, mais putain, on a bien déconné. Parce que quand j'ai redemandé à voir le titre le lendemain, il faut savoir que même quand je festoie, je me lève quand même très tôt le matin, peu importe, ce qui me sert aujourd'hui avec mes enfants. Mais donc très tôt le matin, je demande qu'on me renvoie le truc, je le réécoute une fois, deux fois, trois fois. Bon, il y avait des choses à arranger parce que je n'étais pas dans un état complètement propre, mais à part les choses à arranger, et à revoir et à raffigoler, peut-être même à affiner, quoi. J'ai pas changé grand-chose, j'ai juste arrangé deux, Mmh. trois trucs. Ce serait mentir de dire alors que je savais que ça allait faire ce que ça a fait, non, mais que j'avais fait un gros titre, si. Mmh. Ça faisait Mmh des mh. années que je marinais l'idée de mélanger les influences comme ça et que j'y arrivais pas. J'ai fait des daubes sans nom avant Femme Like You. Et moi, je voulais sortir de ça. J'en pouvais plus, j'avais vécu assez de choses dans ma vie. J'avais envie de partager de manière généreuse, etc. Et donc, ça faisait déjà, depuis que j'avais quitté mon groupe de rap qui s'appelait LMDS à l'époque, ça faisait déjà presque 3 ans. Ça faisait 2 ans, j'ai fait des mixtapes avec DJ Shortcut, qui est un peu l'équivalent de Cut Killer au Canada, où, voilà, où j'envoyais, je kickais, machin et tout, et j'avais envie d'autre chose. Mmh. J'avais envie d'essayer. Et donc, ça faisait un moment que je tentais des trucs, ça marchait pas, etc. Et là, j'avais l'impression que j'avais trouvé la vérité, là.
Bon, ça, tu l'as imaginé, j'imagine, après cette fameuse soirée. C'est-à-dire qu'après, tu es revenu au studio pour arranger. Et là, tu as eu justement cette collaboration Ouais, 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 qui parce s'est que ajoutée au ouais, titre, ouais, quoi. moi j'ai posé le refrain moi-même Mm. à sa tessiture à elle, qui était assez ridicule d'ailleurs, mais c'était juste pour lui donner. Et puis elle est venue. C'est là qu'une fois que j'ai entendu le titre, je me dis putain, il y a un vrai truc. On a affiné deux, trois trucs et j'ai fait venir l'artiste après pour chanter avec moi le refrain que j'avais créé quelques jours avant. Et là, on a eu la révélation. C'est-à-dire que là, je me suis dit, bon, bah, ce truc, il peut tout niquer, quoi. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a un passage que tu préfères plus que les autres dans ce titre? Non, il n'y a pas vraiment de. Tout ce titre me rappelle ce moment où ça a été angulaire pour moi, Mm, en fait, mm. dans ma carrière. Alors, de manière très égoïste, quand tu commences à 15 ans, que tu fais du freestyle, que tu rappes dans toutes les radios étudiantes, dans les radios communautaires, que tu vas faire des concerts à 150 balles. Enfin, je l'ai fait ce parcours. Moi, je ne suis pas arrivé par la télé-réalité ou par je ne sais quel autre moyen. Je suis arrivé par la route, quoi. Mm. Et quand tu arrives à ce moment où tu te dis, j'ai l'impression, surtout que dans mon groupe, on avait eu un certain succès aussi, on avait joué à la radio au Canada, etc., mais sans commune mesure à ce qui m'est arrivé après. Et, euh, et ouais, non, non, j'ai beaucoup de bienveillance pour ce moment parce que c'est à partir de là que j'ai compris que je pouvais mélanger les styles musicaux, faire de la fusion et continuer à m'éclater après, quoi, après ce titre. Ouais, t'allais plus t'ennuyer, quoi. Ouais, Et justement, là, ça fait donc un bon moment que tu la chantes sur scène. Ça te fait quoi encore aujourd'hui? Est-ce que parfois ça t'arrive d'être lassé? non. Et c'est pas grave, hein, mais Non, non, du je me tout. demande si t'es Du tout. toujours Parfois, je le dis à la enthousiaste. blague, tu vois, putain, ça me saoule, c'est bon, on a compris. Genre, je m'auto-saoule plus moi que la chanson. Je pense que mon public et les médias et tous ceux qui me connaissent savent que j'ai fait certains choix à un moment donné dans ma carrière de prioriser plus ce que je faisais dans l'ombre et ce que j'ai fait pour les autres artistes, pour les infrastructures que j'ai mis pour que les artistes puissent machin, ou les affaires que j'ai pu faire pour essayer de faire un peu bouger les curseurs. Enfin bref, je sais que c'est là où je me sens le plus à l'aise et je pense que le public me l'a accordé, ce qui est génial. Et donc, quand je monte sur scène, c'est comme ces petits moments où c'est comme si le public m'avait dit, bon, bah, on accepte, parce que normalement, quand tu laisses ta place ou quand tu disparais comme ça, c'est fini. Tu es placé aux oubliettes et merci, au revoir, au prochain, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu cette espèce de traitement de faveur. J'ai l'impression comme si ce titre, le public l'avait aussi aimé parce que j'avais un peu disparu et qu'on a gardé ce lien fort ensemble avec cette chanson. Donc, quand je remonte sur scène pour la chanter, c'est comme si je réactivais ce lien. Je ne le fais pas souvent. Enfin, du moins, je ne l'ai pas fait souvent dernièrement. Donc, je ne peux pas te dire que, au contraire, c'est des moments incroyables à chaque fois. Justement, alors là, aujourd'hui, il y a un hommage, c'est horrible ce mot, je trouve, mais un tribute, comme on dit. On dirait que je suis mort. Ouais, voilà, de ce succès intemporel. Il y a un remix, du coup, par, je sais pas comment on peut le dire, W-A-N-O, Ouais, Wano, Wayno. c'est un collectif Wayno, créatif voilà. ouais, avec lequel je Ok. travaille. Et alors, comment ça s'est fait, ce remix? Pourquoi est-ce que vous avez décidé, vu que le titre continuait à bien fonctionner, de le remixer, de le remettre peut-être Eh ben, j'en sais rien. En fait, pour tout te dire, j'ai aucune espèce d'idée pourquoi on s'est balancé là-dedans. Ça a été hyper fastidieux en plus parce que au début, on s'est dit bon, bah, vas-y, on y va. On s'était fait une année, si tu veux, de partage assez généreuse, de retrouver le public, de retrouver bah, les médias qui nous ont, tu vois, Énergie par exemple, c'est la première radio qui m'a joué et j'étais pas venu depuis une éternité, quoi. Et on s'est dit, vas-y, on y va. Et c'est à ce moment-là qu'on va sortir le bouquin. On y va, voilà, on s'éclate toute l'année, on partage avec le public, on est généreux. Et après ça, on retrouve le chemin de la tanière et terminé. Et là, en fait, entre dire ça et donc on s'est dit, bah, on va proposer des remixes, on va essayer de trouver une manière de revisiter le titre de manière cool, quoi. Et en fait, on avait prévu de le sortir en avril ou en mai, à peu près à la date où l'original était sorti. En fait, c'est sorti en octobre parce que j'y ai passé tout l'été. C'est assez difficile à expliquer à quel point c'est très compliqué de réouvrir un titre comme ça qui est devenu le titre des gens, que les gens connaissent par cœur. Dès que tu touches une note, les gens disent ah non, enfin tu vois ce que je veux dire, et de le reprendre à zéro comme ça. Donc on en a fait plusieurs et tout était très cool.
Mais il n'y avait pas ce remix qui donnait la pêche que l'original donne. C'est comme si on avait peur. On a fait des versions très différentes. Plus l'eau avec une artiste dont je m'occupe qui s'appelle Manuela, qui est une version super cool, etc. Une version orientale, une version presque balade et tout. Mais on dirait qu'on avait peur de s'approcher du tempo de l'original. En gros, c'est sacré, on ne touche pas. Puis au final, on s'est dit, ce qu'il faut, c'est même aller plus loin que l'original. Donc on est parti sur un truc EDM avec un collectif qui s'appelle We Are No One, où j'en fais partie. C'est des DJ, des musiciens, des auteurs-compositeurs, des metteurs en scène. Enfin, c'est tout le monde qui... Personne n'a aucune importance. C'est pour ça que ça s'appelle We Are No One, c'est que la musique qui compte. Donc on s'est mis à plusieurs têtes et on a fait ce remix EDM. Et quand on l'a fait écouter aux équipes, ils ont dit putain, c'est super. Et c'est comme ça que ça s'est fait un peu tout seul. Mais c'est sorti au final en octobre, alors que ça aurait dû sortir en mai, parce qu'on a mis du temps. Finalement, je pense qu'on l'écoutera toujours en mai, a priori. Si on devait résumer, à quoi est-ce qu'on peut attribuer le succès de ce morceau, d'après toi? Toute l'incarnation qu'on y a mis quand on l'a créé et toute la période avant où j'ai essayé de fusionner les genres comme ça et que ça a fait que des trucs nuls, quoi. Quand tu mets 2 ans à faire un titre, il y a plus de chances que les gens le ressentent que quand tu l'as fait en 4 secondes. Ce que je te disais tout à l'heure, enfin, aller chiner des claviers, des Rhodes des années 70 pour donner un peu plus de saveur, sortir les guitares électriques alors que c'était complètement interdit dans notre culture à l'époque. T'avais pas un rappeur qui posait sur une guitare électrique, c'était un truc de drogué ou je sais pas. Enfin, tu vois, on est dans une autre époque, on est il y a 25 ans, quoi. Je pense que les gens, quand ils ont reçu le titre, ils ont senti qu'il y avait un truc, ils n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus, mais ils ont senti un truc, je pense. Je pense. Magnifique. Merci beaucoup. Compris. Merci d'avoir écouté Inspiré. Inspiré est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. À la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Et à la production, Anne-Cécile Kiry, assistée de Marie Carrette. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos étoiles et commentaires. On adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.